les jours caniculaires de l'été, comme ils s'écoulent lentement. Puis il y a trois sortes de mensonges, comme nous l'a dit le grand Mark Twain. Les mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Ce vieil adage s'accorde parfaitement avec ce que je dis toujours. Il y a les mensonges, les sacrés mensonges, et puis il y a les médias traditionnels et leurs récits. Ajouter des statistiques ne fait qu'empirer les choses. Mais rien n'est aussi mauvais que lorsque vous ajoutez de la bien-pensance progressiste et féministe attardée au mélange. Et ensuite, Waouh! Tu obtiens un délire ahurissant et l'adhésion au mal absolu. Tout cela te permet de comprendre à quoi Israël est confronté avec la campagne de propagande menée contre lui. Mais nous y reviendrons très bientôt. Tout d'abord, l'Iran, le Liban et le Hamas sont toujours dans l'équation, tandis que l'élément supplémentaire avec la Turquie continue de prendre de l'ampleur. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé des plaques tectoniques politiques qui grincent silencieusement en arrière-plan de la guerre avec l'Iran. Israël répond aux besoins immédiats tout en identifiant et en cherchant à gérer les bouleversements tectoniques qui se produisent ici au Moyen-Orient. Bien sûr, les critiques ont rapidement condamné Israël pour l'action qu'il a entreprise la semaine dernière afin de contenir les violations syriennes du cessez-le-feu, ainsi que la tentative turque de remplacer l'Iran en tant que puissance régionale. Ils ne sont pas habitués et n'apprécient pas qu'Israël agisse de façon préventive contre les menaces dirigées contre nous. Au cas où vous auriez encore des doutes sur les intentions de la Turquie, qui est, je vous le rappelle, membre de l'OTAN, on a vu de jeunes partisans d'Erdogan scander il y a quelques mois « Emmène-nous à Jérusalem ». Lors d'un discours qu'il a prononcé, sa réponse a été « Ceux qui veulent gagner doivent être patients ». Et la patience est très importante pour lui, car la stratégie régionale ambitieuse de la Turquie a rencontré un obstacle majeur cette semaine. Des pirates somaliens, oui, des pirates somaliens à bord de hors-bord ont détourné cette semaine un navire à destination de la base militaire turque à Mogadiscio. Des dizaines de millions de dollars d'armes avancées et d'équipements de communication par satellite sont tombés directement entre les mains des pirates. Et pour la Turquie, qui a beaucoup investi pour se positionner comme le garant de la sécurité de la Somalie, c'est une perte non seulement de matériel et d'équipements importants, mais aussi une énorme source d'embarras. Malgré le déploiement de drones et les frappes aériennes menées par la Turquie en réponse, l'incident rappelle cruellement la réalité. Au large des côtes africaines, le chaos local suit ses propres règles. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Au Liban, Israël adopte actuellement une approche tactique progressive, menant des opérations précises contre le Hezbollah. Dans la chaîne de montagnes Ali Tihar, où l'on sait qu'une importante force entraînée par l'Iran était installée dans un complexe souterrain, et l'Iran, tout en niant la présence de forces sur place, continue de menacer Israël pour qu'il cesse de bombarder la zone. Peut-être est-ce parce qu'il se soucie tellement de l'environnement. Et à Gaza, Israël a intensifié ses éliminations ciblées des commandants terroristes du Hamas et l'élimination systématique de tous ceux que nous identifions comme ayant participé à l'attaque du 7 octobre. Et nous avons également eu un petit rappel de qui nous avons réellement affaire ce week-end. Il y a seulement 2 mois, les habitants de Neur Oz, qui est une communauté près de la frontière de Gaza, l'une des communautés qui ont subi les horribles atrocités du 7 octobre. Ils ont organisé une cérémonie émouvante en relâchant des colonnes de la paix en direction des habitants non impliqués de Gaza. Et comment ces personnes non impliquées ont-elles réagi? Eh bien, au cours des 2 derniers jours, ils ont lancé 8 cerfs-volants d'essai en direction d'Israël en préparation de leur prochaine attaque terroriste. Les cerfs-volants, je vous le rappelle, ont été utilisés dans les mois précédant le 7 octobre pour brûler des champs et des vergers et tester nos dispositifs de sécurité. Israël gère des stratégies régionales plus larges qui nécessitent une grande précision en équilibrant les tactiques militaires actuelles avec la préparation face à de futures menaces stratégiques. Par des factions qui servent de relais aux intérêts iraniens d'un côté et à l'influence néo-ottomane turque de l'autre. pendant ce temps, les tensions entre les États-Unis Et l'Iran continue de s'intensifier à l'approche d'une annonce américaine concernant une nouvelle série de sanctions économiques contre Téhéran. Les deux pays continuent d'échanger des messages virulents alors que la guerre approche des 6 mois et la perspective d'un règlement diplomatique semble toujours lointaine. Aux États-Unis, des préparatifs sont en cours pour une escalade significative de la pression économique sur l'Iran, tandis que Téhéran menace de réagir à toute nouvelle initiative américaine, allant même jusqu'à menacer d'attaquer les alliés américains en Europe. De plus, Donald Trump a annoncé que le détroit de Téhéran est désormais un territoire américain, ce à quoi les Iraniens n'ont pas répondu.
Les sanctions et blocus internationaux épuisent rapidement les réserves de liquidités de Téhéran. Les hauts responsables iraniens appellent désormais ouvertement à négocier la fin des hostilités à partir d'une position de force, par crainte d'un effondrement économique intérieur. Les actions coordonnées entre les États-Unis et Israël ont systématiquement affaibli l'axe de la résistance iranienne, dépouillant ces réseaux de leurs atouts stratégiques et brisant le moral à travers ces réseaux de groupes supplétifs. Il est important de noter que malgré toutes les mesures prises par Israël, l'Iran menace mais ne prend aucune mesure ni initiative contre Israël. Alors que je cherchais des analyses et des points de vue provenant de sources israéliennes à partager avec vous, j'ai trouvé ce post du correspondant militaire de la chaîne 14, Tamir Morag, qui offre une analyse remarquable sur la façon dont les États-Unis ont agi et travaillent eux-mêmes à démanteler l'Iran. Il soutient que même si le conflit plus large avec l'Iran est loin d'être terminé, en ce qui concerne la bataille pour le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont effectivement gagné. Pendant des mois, le récit était que Téhéran exerçait une emprise sur ce point d'étranglement vital, menaçant de faire flamber les prix mondiaux du pétrole. Mais en coulisses, les États-Unis. Le CENTCOM a mené une campagne méthodique d'usure, traquant les radars mobiles, neutralisant les mines navales et escortant les pétroliers commerciaux avec des navires de guerre avancés. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les flux de pétrole à travers le détroit se sont en grande partie rétablis, les marchés mondiaux de l'énergie se sont stabilisés et la capacité de l'Iran à imposer son blocus maritime a été gravement réduite. Le régime de Téhéran peut encore représenter une menace régionale sérieuse, mais ses tentatives de prendre en otage l'approvisionnement énergétique mondial au détroit d'Ormuz ont officiellement échoué. Ce que j'ai trouvé fascinant dans les analyses de Tamir Morag, c'est l'effort fourni par le CENTCOM, l'utilisation systématique de technologies et de capacités ouvertes et classifiées. Tout cela prend du temps, et je l'ai répété à plusieurs reprises depuis la réduction de l'effort militaire. Je ne qualifie pas cela, et je ne l'ai jamais qualifié, de cessez-le-feu. Qu'il faut faire preuve de patience. En Occident, et avec notre façon de consommer les médias, nous ne sommes pas faits pour la patience. Mais après des années au gouvernement, je sais que tout n'est pas de notoriété publique. Tout ce que nous avons appris ces dernières années sur la collaboration des médias avec les terroristes, je l'ai appris il y a plus de 20 ans. Je ne pouvais pas révéler les sources de mes connaissances, ni comment j'ai reçu les informations qui révélaient certaines affaires ou confirmaient parfois des soupçons. J'ai été sévèrement critiqué par les médias à l'époque, mais j'ai été soutenu par le tribunal lorsque des informations confidentielles ont été présentées et soutenu par la Commission des Affaires étrangères et de la Défense lorsque j'ai été convoqué à une enquête confidentielle. Là-bas, j'ai présenté les données que je possédais pendant plus de 2 heures. Tout ne peut pas être porté à la connaissance du public afin que nous ne perdions pas les avantages dont nous disposons et les renseignements que nous détenons sur nos ennemis. C'est pourquoi, dans ce cas particulier avec l'Iran, nous devons faire preuve de beaucoup de patience. Parce que tout n'est pas connu du public et certainement pas des médias. Mais ceux qui doivent savoir, le gouvernement, les dirigeants, eux savent exactement ce qu'ils ont entre les mains et ce qu'ils doivent faire. Faire des reportages d'une certaine manière parce qu'on n'a pas accès à des détails et des informations essentielles, c'est une chose, et cela peut être pardonné. Mais la déformation délibérée de l'information par les médias est une toute autre affaire. Certains d'entre vous qui regardent ou écoutent ont peut-être vu les récents reportages largement diffusés dans les médias grand public affirmant qu'Israël connaît un exode historique, une migration d'une ampleur historique, une désertion provoquée par le conflit politique et la guerre. Le but, dans ce cas, est de donner l'impression que la guerre a un impact négatif sur la société israélienne et que les Israéliens abandonnent leur pays en ce moment. Mais lorsque le commentateur israélien Udi Perlsman, que j'ai interviewé dans mon émission sur Gal Israël Radio la semaine dernière, lorsqu'il a réellement examiné le rapport statistique sous-jacent, il a découvert à quel point ces chiffres sont fortement déformés par la manipulation du récit médiatique plutôt que de refléter la réalité. Comme le souligne Perlsman, le principal défaut des gros titres des médias est qu'ils ne se concentrent pas sur les Juifs israéliens de naissance, et ils représentent environ 60% de la population d'Israël et reflètent les véritables tendances à long terme de l'immigration. Au lieu de cela, les chiffres sensationnalistes reposent fortement sur les personnes qui ne sont pas nées dans le pays, des immigrés nés à l'étranger qui ont quitté Israël peu de temps après leur arrivée, en particulier l'afflux de personnes non juives après la guerre russo-ukrainienne en 2022. Pour illustrer l'ampleur de cette distorsion, Perlman note que, tandis que le nombre net d'immigrants juifs nés dans le pays a augmenté de 51 000 entre 2019 et 2024, le nombre d'immigrants non juifs nés à l'étranger a augmenté de 75 000 au cours de la même période.
malgré le fait qu'ils ne représentent qu'une infime fraction de la population totale d'Israël. Ils ont simplement rassemblé tous ces chiffres sans faire cette distinction ou sans en parler, alors qu'on la trouve dans le document lui-même. Lorsque vous isolez et vous concentrez sur les chiffres des Juifs israéliens nés dans le pays, la tendance réelle montre quelque chose de complètement différent. Entre 2015 et 2018, plus de 29 000 Juifs nés en Israël ont été ajoutés au total net des Israéliens vivant à l'étranger. Pourtant, entre 2019 et 2022, ce chiffre est tombé à un peu moins de 16 000, soit presque la moitié du taux de la période précédente de 4 ans. Perlman dissipe également le récit selon lequel le COVID-19 aurait poussé les Israéliens à partir. En réalité, pendant l'année de la pandémie en 2020, 17 000 Israéliens de naissance sont revenus contre 22 000 qui sont partis. Ce qui signifie qu'en réalité, plus d'Israéliens sont rentrés chez eux que ceux qui sont partis. De plus, les données montrent que le pic d'immigration dû à la guerre est déjà en train de retomber. Au cours des 7 premiers mois de 2025, l'augmentation nette des immigrants juifs nés dans le pays a chuté de 37 comparé à la même période en 2024, passant de plus de 10 000 à un peu plus de 6 000. Lorsque vous mettez de côté les chiffres sensationnalistes et que vous filtrez les arrivées temporaires ainsi que les personnes revenues de l'étranger, Prossman démontre que le récit d'une vague massive, d'un exode sans précédent, s'effondre complètement. Et si lui, un citoyen ordinaire, a pu faire cela, pourquoi les médias n'exigent-ils pas le même effort de la part de leurs propres correspondants? Peut-être parce qu'il ne s'agit pas de la vérité, mais de ce qui soutient le récit qu'ils veulent faire avancer. Je n'en sais pas plus que vous. Enfin, ce qui commence avec les Juifs ne s'arrête jamais avec les Juifs. S'étant apparemment lassés de défendre Gaza, les progressistes, moralisateurs, woke, féministes, rose bonbon et attardés ont trouvé cette semaine un nouveau prétexte pour afficher leur vertu. Lindsay Clancy, ça rime même mieux que Gaza. Oui, rien ne dit mieux je suis moralement supérieur qu'un soutien de façade à une folle meurtrière d'enfants diabolique qui a elle-même avoué être une tueuse. Quelle déformation écœurante de la réalité. Comme ces voix qui minimisent le massacre de femmes et d'enfants israéliens innocents. Ils manifestent à travers les États-Unis pour excuser une mère qui a ôté la vie à ses propres enfants. Ils ne plaident pas pour la justice. Ils banalisent la violence et justifient la brutalité. C'est juste une autre occasion pour eux d'exhiber leur supériorité délirante et de canaliser leur colère théâtrale vers une nouvelle cause. Était-ce le résultat de plusieurs années d'oppression? Peut-être sa façon de montrer sa résistance? Son mari l'opprimait? L'occupation, ça doit être l'occupation. C'est exactement la même astuce idéologique utilisée pour les Gazaouis. Des années de haine et de violence sont présentées comme le résultat inévitable d'une oppression systématique ou de pression ingérable. Dans leur esprit, le meurtre devient un acte de résistance et l'auteur est aussitôt élevé au rang de pauvre victime ultime. C'est ce qui arrive, le résultat d'années de discours politiques qui normalisent la haine, de systèmes éducatifs qui idolâtrent les meurtriers et du charabia psychologique qui justifie l'anormalité. Si la dépression postpartum ou postnatale est une justification pour l'infanticide, alors les hommes devraient alors être excusés pour leur violence à cause de niveaux accrus de testostérone. Ai-je raison? Il y a une énorme différence entre essayer de comprendre ce qui pousse quelqu'un à commettre un crime indicible et le justifier activement. Quand on banalise et rationalise un comportement barbare, que ce soit le terrorisme à l'étranger ou des atrocités chez nous, ce n'est pas de l'empathie éclairée, c'est le mal à l'état pur. Et cela révèle un effondrement total de la morale humaine, fondamentale, au service d'un récit purement performatif. On parle beaucoup de la menace que font peser sur les frontières et la société occidentale les idéologies radicales du marxisme et de l'islam. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui est bien plus dangereux. C'est une invasion de l'esprit. C'est une version moderne de l'invasion des profanateurs, où le bon sens élémentaire et la clarté morale ont été complètement vidés de leur substance. Et ne vous y trompez pas, Israël n'a été que le terrain d'entraînement pour cette attaque. Vous êtes les prochains. Je suis Daniel Siman, merci de m'avoir rejoint ici dans l'émission Straight Up depuis les studios JNS TV à Jérusalem, en Israël.